Bonjour à tous et merci de me retrouver sur cette vidéo sur laquelle on va aborder la spectroscopie RMN. Il s'agit d'une technique d'analyse structurale qui exploite les propriétés magnétiques de certains noyaux atomiques. Je souligne bien certains noyaux atomiques et on va voir la raison par la suite. Donc c'est une technique qui est basée sur le phénomène de résonance magnétique nucléaire RMN qui est utilisé également en imagerie médicale sous le nom d'IRM. Alors, quand j'ai dit certains noyaux atomiques, je parlais des noyaux atomiques qui possèdent un spin nucléaire non nul I, comme par exemple l'hydrogène 1, le carbone 13, l'oxygène 17, le fluor 19, le phosphore 31 ou encore le xénone 129. Dans le cas où les noyaux atomiques possèdent un spin nucléaire nul, l'étude de la RMN est impossible. Alors ici, vous avez un tableau qui illustre quand est-ce qu'un noyau atomique pourrait avoir un spin nucléaire nul et quand est-ce qu'il pourrait avoir un spin nucléaire non nul. Alors si on regarde ensemble ce tableau, vous allez remarquer que quand on a un nombre de protons et de neutrons pairs, le spin nucléaire égale à 0. Donc dans ce cas-là, la RMN est impossible. Par contre, quand on a un nombre de protons et de neutrons impairs, le spin nucléaire est différent de 0 et dans ce cas-là, la RMN est possible. Alors maintenant, vous allez sûrement me demander qu'est-ce qu'un spin nucléaire. Un spin est tout simplement un mot en anglais qui désigne une rotation. Et un spin nucléaire veut dire une rotation du noyau atomique sur lui-même. À cette rotation est associée une grandeur vectorielle qu'on appelle le moment cinétique S ou angulaire propre. Et comme les noyaux sont constitués de protons qui sont chargés positivement, leur rotation sur eux-mêmes donne naissance à un moment magnétique nucléaire mu qui est collinéaire au moment cinétique nucléaire. Et donc les noyaux atomiques vont se comporter comme des tout petits aimants, comme des barres magnétiques avec deux pôles, pôle nord et pôle sud. Ces propriétés magnétiques que possède ce type de noyau atomique qui possède un spin nucléaire non nul peuvent être exploitées par la RMN. La résonance magnétique nucléaire, qui est fondée sur la mesure de l'absorption d'un rayonnement électromagnétique radiofréquence par un noyau atomique qui est placé dans un champ magnétique uniforme. Pourquoi ce champ magnétique? Parce qu'en son absence, l'ensemble des moments magnétiques des noyaux atomiques présents dans un échantillon est orienté de manière aléatoire. On dit qu'ils sont dégénérés, ça veut dire qu'ils ont la même énergie. En revanche, en présence d'un champ magnétique externe B0, les moments magnétiques des noyaux atomiques s'orientent et peuvent être dans 2s plus 1 état d'énergie. S présente le spin nucléaire. Si on prend par exemple le cas de l'atome d'hydrogène, on a un spin égal à 1,5. Donc il existe 2 fois 1,5 plus 1 état d'énergie, ça fait 2 états d'énergie qui correspondent à 2 orientations. Une dans la même direction du champ magnétique B0 et qui correspond à un spin égal à plus 1,5 et qui aura une moindre énergie, notée généralement alpha, et une autre dans une direction opposée au champ magnétique B0 qui correspond à un spin égal à moins 1,5 et qui aura une énergie plus élevée, notée généralement bêta. Cette séparation des moments magnétiques au niveau d'énergie est connue par la levée de dégénérescence des spins ou des moments magnétiques. Elle est proportionnelle à la valeur du champ magnétique appliqué B0. Donc plus cette valeur du champ magnétique B0 est élevée, plus la levée de dégénérescence des spins nucléaires est importante, ce qui va correspondre à une différence d'énergie ΔE plus importante. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en appliquant un champ magnétique B0, les moments magnétiques des noyaux atomiques que constitue un échantillon vont s'orienter majoritairement dans la même position du champ magnétique B0. Donc ils vont être dans un état d'énergie fondamentale faible. Et on va avoir un minimum des moments magnétiques qui vont s'orienter dans la direction opposée au champ magnétique B0. Et d'où la nécessité d'exciter ces spins à faible énergie pour les faire basculer à un état d'énergie plus élevé. Cette excitation se fait en appliquant un rayonnement électromagnétique radiofréquence dont l'énergie devrait coïncider exactement avec la différence d'énergie entre les deux états des spins nucléaires. Alors, revenons maintenant aux orientations des spins nucléaires.
On a dit qu'en présence du champ magnétique B0, ces moments magnétiques des noyaux atomiques que constitue un échantillon s'orientent soit dans la même direction ou dans la direction opposée du champ magnétique B0. En fait, ce n'est pas exactement dans la même direction, mais il est un peu dévié selon un angle alpha. Et cela est dû au moment cinétique du noyau atomique qui leur permet de tourner sur eux-mêmes. Ça veut dire que les noyaux atomiques tournent sur eux-mêmes et tournent également selon l'axe Z qui est l'axe du champ magnétique appliqué B0. Ce mouvement de précession ou de rotation s'appelle la précession de l'armor, qui est analogue à celle d'une toupie ou d'un gyroscope. Sa vitesse ou sa fréquence est plus ou moins différente selon les noyaux atomiques et selon leur environnement chimique. Et cela dépend du rapport gyromagnétique qui caractérise chaque noyau atomique. Sur ce tableau, vous avez les valeurs des rapports gyromagnétiques des différents noyaux atomiques et vous avez la relation qui vous permet de calculer cette fréquence de l'armor. En spectroscopie RMN, c'est l'aimantation M qui est mesurée. Il s'agit de la somme vectorielle de tous les moments magnétiques des noyaux atomiques présents dans un échantillon. Elle est dirigée dans la même direction du champ magnétique B0. L'aimantation M n'est pas observable lorsqu'elle est parallèle à B0. Donc dans ce cas-là, on a M égale à 0. Et c'est pour cette raison que l'application d'un rayonnement électromagnétique radiofréquence B1 est indispensable. Ce rayonnement doit être perpendiculaire à B0 pour pouvoir obtenir la rotation de 90 degrés de tous les moments magnétiques et donc de l'aimantation M. Donc dans ce cas-là, les moments magnétiques vont tourner ou précessionner autour de l'axe Z, l'axe du champ magnétique B0, et également autour du champ radiofréquence B1. Et donc, dès que la rotation de 90 degrés de l'aimantation M est obtenue, elle peut être mesurée. Le champ B1 est coupé par la suite. Lorsque B1 disparaît, les moments magnétiques vont précessionner uniquement autour de l'axe Z, l'axe du champ magnétique B0. L'aimantation M va donc prendre un certain temps pour revenir parallèle à l'axe Z, l'axe du champ magnétique B0. C'est ce qui est connu par le phénomène de relaxation qui s'accompagne d'une émission d'énergie sous la forme d'ondes radiofréquences, et ce qui constitue le signal RMN. Ce signal RMN est proportionnel à l'aimantation et donc au nombre des noyaux présents dans l'échantillon analysé. Le traitement de ce signal RMN va nous permettre d'avoir un spectre RMN qu'on va pouvoir interpréter pour déterminer finalement la structure de notre molécule. Voilà, j'espère que ça a été clair pour cette première partie parlant du principe général de la spectroscopie RMN et on va vous réaliser d'autres vidéos par la suite parlant du traitement du signal, d'interprétation des spectres RMN, etc. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.